plein d'humour, et puis évoluant dans une époque au début du XXe siècle, à travers Paris, avec Apollinaire et Picasso. Donc, je resitue rapidement, la Joconde vient d'être volée. Or, Apollinaire et Picasso avaient acheté quelque temps auparavant 2 têtes de statues qui dataient du 5e siècle avant Jésus-Christ, volées par un Italien et évidemment cachées. Et le vol de la Joconde fait craindre aux 2 larrons qu'on remonte jusqu'à eux, et comme ils sont tous les 2 étrangers, ils craignent d'être refoulés. Donc, leur but à eux, en traversant Paris en tous sens et en rencontrant X congénères, des peintres, des poètes, etc., ils vont essayer de déposer la valise qui contient les 2 têtes en lieu sûr chez quelqu'un, mais il faut reconnaître que c'est pas facile. Alors, à un moment donné, donc, Apollinaire, qui lui, il faut se le représenter plutôt un peu rondouillard, il est bien soigné chez maman, il va porter son linge chez maman le samedi, il mange chez maman. Et par contre, Picasso, lui, il est plutôt sec, basané, mal habillé, et bon, mais ils se jalousent un petit peu, mais ils s'entendent quand même bien. Alors, à un moment donné, Apollinaire dit: « Quand as-tu su que tu étais un génie ?» Il n'ignore pas que son copain sera sensible aux compliments. Pour ne pas donner l'impression qu'il accepte la main tendue trop vite, parce qu'ils viennent d'avoir un échange un peu vif, Picasso garde le silence. Il attend que l'autre insiste. Pas trop, mais un peu quand même. Apollinaire, qui connaît bien le mécanisme des scènes pour en faire souvent à Marie Laurencin, tend la perche des réconciliations. Moi, j'étais un génie dans le ventre de ma mère. À la conception, mon père l'a compris. Il a fichu le camp, ce qui lui a évité de fades comparaisons. C'est bon pour Picasso, il peut y aller. Moi, c'est quand j'ai dépassé mon père. Il était professeur de dessin à Malaga et il dessinait des oiseaux tout le temps. Quand j'ai fait ma première colombe, il a posé ses crayons. Il m'a dit que j'étais plus fort que lui. Un père a toujours raison. Il pourrait relancer la conversation en posant une question à son tour. Mais non. Si la fâcherie s'éloigne, il ne faudrait pas que ça aille trop vite. Apollinaire reprend. Le problème, c'est que quand nous sommes quelques-uns seulement à mesurer notre importance, les flics ne nous connaissent pas, les juges non plus. Pour eux, nous sommes des étrangers. Le drame est là, admet Picasso. S'ils nous prennent avec ces têtes ibériques, tout Picasso que tu sois, tout Apollinaire que tu voudrais être, ils nous rapatrieront dans nos pays respectifs. L'Espagne est trop petite pour moi. Moi, c'est l'Europe. Je ne sais pas d'où je viens. L'Italie? La Pologne? Ils diront que je suis un métèque, ce qui me convient très bien, à condition de choisir mes frontières. Picasso réfléchit. Au moment même où il aura décliné son identité, il sera pris, virtuellement coupable. Si un juge nous trouve, dit-il, la première question qu'il nous posera, c'est comment on s'appelle. Il verra bien qu'on est étranger. Sauf si on s'invente un faux nom. Par exemple, Albert Dupont, René Pilet, Fifi Mortadelle. Tu t'imagines le titre de l'exposition, objecte Picasso, Fifi Mortadelle, peintre français?
ou bien Les Demoiselles d'Avignon de René Pillet. Il secoue la tête et ajoute: je garde mon nom, Picasso, Pablo Picasso. Ça fait étranger. Eh bien, je reste étranger. D'abord, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Qu'ils viennent chez nous, les juges français, et je les traiterai comme ils me traitent ici. Ils verront ce que c'est de se faire appeler Fifi Mortadelle quand son vrai nom c'est Paul, Diègue, Joseph, François de Paul, Jean, Népomucène, Crépin de la très sainte Trinité, Ruiz y Picasso. Apollinaire le dévisage bouche bée. Vraiment? C'est mon nom. Tu peux le redire? Paul, Diègue, Joseph, François de Paul, Jean, Népomucène, Crépin de la très sainte Trinité, Ruiz y Picasso. Apollinaire siffle admiratif. Pourquoi tu ne signes pas tes tableaux comme ça? Trop long. Ça prendrait toute la toile. On ne verrait pas l'œuvre. Ton nom serait au firmament. Je suis un homme discret. Pas moi, réplique Apollinaire. Quand on récite un de mes sonnets, j'aime qu'on clame, vous venez d'entendre une poésie de monsieur Guillaume Apollinaire, et le jour viendra où on n'aura même plus besoin de le dire, ça se saura tout de suite. Voilà un des dialogues donc entre les deux. Je m'arrête là? Oui, je m'arrête là. Mais tout le long, donc, ils vont rencontrer Utrillo. Alors, Utrillo, il le croise dans la rue. Il voit un homme qui arrive, les bras, les coudes au corps, et qui trottine, et qui fait et c'est Utrillo qui est entre l'absinthe, etc., du matin au soir et du soir au matin. Ils croisent aussi, ils vont chez le douanier Rousseau. Alors lui, il le trouve planqué sous une chaise parce qu'il est persuadé qu'il y a un lion dans son appartement et donc il faudra que Picasso le tue virtuellement pour qu'il sorte de sa cachette et que Picasso lui avoue que c'était pas un lion, c'était un tigre. Ils vont chez Van Gogh, ils vont chez, comment il s'appelle, le douanier Rousseau, chez qui on rentre à genoux, où on vit couché parce que le propriétaire, ça m'a fait rire, mais finalement c'est bien triste, le propriétaire de la maison, au lieu de laisser les étages à la hauteur habituelle, il les a divisés pratiquement en deux, et donc ça lui fait le double de logement. Seulement, lui, pour rentrer chez lui, la porte est réduite de moitié, donc on rentre pratiquement à genoux, et on vit assis ou couché. Bon. Ils vont chez Max Jacob, ils vont chez Matisse, où ils vont démolir, parce qu'ils ont faim tous les deux, un compotier avec des fruits qui sont franchement blettes, et que Matisse s'apprête à peindre. Et ça va créer un drame. Enfin, vous voyez, on se promène donc de peintre ou de tout ça de façon légère, avec quand même des choses qui ont existé, mais beaucoup de fantaisie. Voilà. Donc c'est une lecture qui distrait. Bravo.